Bonjour, aujourd'hui, dans 10 minutes avec Neo4j, on parle d'innovation en machine learning avec plusieurs points de précision gagnés sur vos modèles prédictifs grâce à ce qu'on appelle les graph embeddings. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, je m'appelle Nicolas Rouillère, je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j et j'ai tenu cette conférence au salon en ligne Nodes 2022, conférence pour les développeurs, et je vais essayer de le résumer en 10 minutes. Alors, j'accélère. Point central de ce talk, c'est de dire qu'on va faire de meilleures prédictions avec la graph data science et il faut le prouver noir sur blanc. Donc, on a pris un dataset très bien connu en data science qui s'appelle Cora et il s'agit de prédire la catégorie d'un papier de recherche. Alors, le graphe Cora, ce sont des nœuds papier de recherche reliés entre eux par des citations. Un papier de recherche en cite un autre. Et on va faire une démonstration en utilisant un notebook qui va projeter ce graphe en mémoire, exécuter des algorithmes et notamment calculer des graph embeddings. Et ensuite, on va construire un pipeline de machine learning avec ces caractéristiques issues du graphe. Voilà. Et donc, on va montrer ce que c'est qu'un embedding, c'est notamment en réduisant les dimensions de ces vecteurs. Et on va voir que entre un modèle de machine learning entraîné avec ou sans embeddings, eh bien, il y a 7% de différence sans aucun tuning ou customisation particulière. Notre environnement, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être donc une base de données dans le cloud Aura Data Science de Neo4j avec le browser, le Neo4j Browser, Bloom et un notebook Colab. Voilà, et on va utiliser la graph data science avec le stockage graph natif qui est stocké sur disque dans la base de données. On va projeter en mémoire les nœuds du graphe qui nous intéressent et les relations, calculer des algorithmes et puis restocker les résultats pour les exploiter. Alors, la première étape pour créer notre environnement va être de créer une base Neo4j dans le cloud. Et donc, sur la plateforme Aura, on va créer une base Neo4j dite Aura DS. Donc, Aura, c'est l'offre Neo4j dans le cloud. Aura DB pour la base transactionnelle et Aura DS pour Aura Data Science. Comment on va faire de la data science? On choisit ça. On va créer une instance qui va s'appeler Cora. Il n'y a pas beaucoup de nœuds et de relations. On va mettre au maximum ceci. Voilà, ça va nous conseiller. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, mais on va faire du supervised machine learning. Je vais calculer une estimation et ça va nous donner une instance de CPU 8 gigas et 16 de stockage. Je vais télécharger les credentials donc pour me connecter à la base et je peux maintenant continuer et attendre que ma base de données soit en état de fonctionnement. Alors, notre instance Aura est maintenant démarrée. Nous allons passer au notebook et le fichier pour se connecter à la base de données, nous allons l'importer dans ce notebook. Hop, voilà, on va noter le chemin, accès, et on va aller un peu plus bas, voilà, pour pouvoir se connecter ici. Voilà, on a le bon chemin d'accès, donc on va pouvoir installer le client Python Graph Data Science pour accéder euh, au client Python, se connecter à la base de données, charger des informations. Donc là, on installe tout ce qu'il faut pour justement euh, voilà, obtenir aussi le package Python d'Autanve, se connecter à notre base de données, et puis on va pouvoir afficher notamment l'URL Neo4j qui correspond à notre instance Aura. On va maintenant faire en sorte d'instancier le client Python Graph Data Science et afficher sa version. Puis, on va pouvoir passer des requêtes Cypher qui vont aller chercher les fichiers des nœuds
et des relations du dataset Cora. Donc les nœuds, je rappelle, c'est des papiers scientifiques. Les relations, c'est des relations de citation. Et puis je vais charger les informations. Voilà. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 2708 nœuds. Voilà. Et puis, après, je ne sais plus, 5000 relations. Voilà, c'est ça. Alors, je vais pouvoir ouvrir Bloom pour explorer. Euh, Premier graphe avec des papiers qui citent d'autres papiers. Voilà, on va le voir ici. Et ces relations de citation entre les papiers. Chaque papier a des propriétés avec notamment le sujet, c'est ça qui doit être prédit, identifiant du papier scientifique, et un vecteur de caractéristiques qui correspondent à des mots importants qui ont été triés. Donc, il y a un vecteur de taille 1400 et ce vecteur sert en général à prédire dans les modèles de machine learning. On va utiliser ce vecteur plus autre chose issu du graphe et donc des relations de citation. Euh, donc, regardons un peu ce qu'on a à l'intérieur de la base de données. Donc, on a ces papiers, les sujets, les caractéristiques. On va convertir le sujet en classe, donc de 0 à 6. Et puis, on va pouvoir euh, faire des choses sur les graphes. Donc, on va projeter en mémoire le graphe des papiers, donc les nœuds papiers et des relations de citation. Ce graphe, il fait environ 30 mégas. Ensuite, on va aller faire des choses pour calculer ce qu'on appelle un embedding. Donc, c'est un vecteur qui va résumer le nœud dans le graphe. Et c'est pas seulement les propriétés du nœud, mais c'est aussi ses voisins. Donc, on va utiliser un algorithme qui s'appelle Fast Random Processing, Fast RP. On peut l'utiliser en mode write, c'est-à-dire que ses propriétés vont aussi être écrites au niveau des nœuds du graphe. Et en mode mutate, c'est-à-dire qu'on l'a en mémoire et on peut le réutiliser, notamment dans des pipelines de machine learning. Donc, j'ai bien écrit mes vecteurs. On va voir que maintenant, on va pouvoir les représenter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur comme ça? Donc, regardons à nouveau peut-être dans Bloom en rechargeant notre perspective. On pourrait se rendre compte que pour n'importe quel nœud, on a maintenant ces embeddings qui sont des vecteurs, voilà, de dimension imposée. On a choisi une certaine dimension, je crois que c'est 128. Et ces embeddings, pour l'instant, ils sont un peu abscons, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais ça traduit vraiment la position du nœud dans le graphe. Donc, représentons ces embeddings. Et pour ça, je vais utiliser d'autres packages Python et notamment TSNE pour faire une réduction dimensionnelle de ce vecteur de taille 128. Je vais le réduire en dimension 2 pour qu'on puisse les observer dans un plan. Et finalement, ce qu'on va superposer dans le diagramme ci-dessous, on va superposer en fait deux choses. La classe des papiers, donc réelle, donc il y en a 7, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on doit prédire. Et puis maintenant, on va regarder la position dans le plan en dimension réduite de ces vecteurs. Et ça va nous donner un diagramme, voilà, qui montre que finalement les points qui sont de même sujet sont relativement proches. Donc vraiment, lorsque les embeddings sont proches, eh bien, on peut sans doute avoir un bon pouvoir prédictif. Alors, on va essayer de confirmer ça maintenant euh, dans, euh, dans un pipeline de machine learning. Et on va faire deux pipelines. Un qui utilise uniquement les vecteurs de caractéristiques qu'on a déjà vus, c'est des 0 ou des 1, est-ce qu'un mot est présent dans le papier scientifique ou pas. Et un autre qui utilise les features plus les embeddings. Et on va voir la différence de précision. Donc, je crée un pipeline, d'accord? On l'appelle CoraPipe. Alors, il y a un certain nombre de configurations dedans par défaut. Et on va changer un petit peu ça. On va prendre 80% pour l'entraînement et 20% pour le test. Donc, on va sélectionner seulement le vecteur de caractéristiques ici. Et on va rajouter des modèles de machine learning, régression logistique, random forest et multilayer perceptron. On va afficher voilà, quels sont les paramètres de ces différents modèles.
Donc ça, c'est des choses en général par défaut. J'ai pas, voilà. Et maintenant, on va passer à la phase d'entraînement. Donc l'entraînement de ce modèle qui va prendre voilà quelques secondes. Euh, et on va pouvoir ensuite se rendre compte voilà, des métriques de ce modèle et on va surtout pouvoir passer à la phase de test où on va prédire sur le reste du graphe quelles sont les classes. Voilà. Donc on va pouvoir faire un ratio derrière de classes prédites versus la classe réelle. Voilà. Alors, le modèle a terminé son entraînement. On va regarder un peu les métriques, détailler ce qui est métrique F1 weighted ou accuracy. On a une certaine précision. Et puis, on peut voir que notamment, je crois que c'est un modèle de régression logistique, voilà ici, qui a été le meilleur sur cette configuration et ces modèles de machine learning. Donc, dans le pipeline, on va pouvoir maintenant faire un predict, donc prédire sur nos données voilà, quelle est la classe. Et donc, on va écrire deux nouvelles propriétés qu'on va retrouver d'ailleurs dans Bloom, avec donc la classe prédite et la probabilité. Donc, on a un résultat comme ça, et puis on va pouvoir vérifier la précision du modèle en comparant donc la classe prédite avec la classe réelle. Donc, je rappelle, hein, il s'agit de prédire la classe d'un papier scientifique. Donc, on est sur 82%. Maintenant, on va faire exactement la même chose. La seule différence, ça va être dans cette phase-là, la sélection des caractéristiques. On va utiliser notre fameuse embedding. Voilà, cette réduction dimensionnelle qui va représenter dans un espace vectoriel notre nœud dans le graphe avec toutes ces relations et à plusieurs sauts. Donc, on va lancer tout ça et puis on va commenter un petit peu lorsque tout ça sera réalisé. Donc, je vais exécuter toute cette cellule et on va voir que donc la phase de training est lancée. Et puis, on va se retrouver à la fin de l'entraînement pour commenter quels sont les résultats. Alors, la phase de training est maintenant terminée. Donc, on va regarder maintenant le résultat. Donc, cette fois, le modèle a été précis à quasi 90%. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, en écrivant finalement dans Bloom, enfin dans la base Neo4j, ces nouvelles propriétés donc de prédiction, eh bien, on va pouvoir comparer et donc vérifier l'écart entre les deux. Et là, justement, on va pouvoir le vérifier dans Bloom en rafraîchissant notre perspective. D'accord? Et puis, je vais simplement afficher, je vais prendre juste une centaine de papiers. Et puis, on va vérifier que ces papiers sont prédits au niveau de leur catégorie à 90%, ils sont bien prédits. Donc, je vais les mettre voilà, en ligne pour fixer les idées. Et maintenant, je vais aller prendre une règle pour sélectionner, par exemple, donc cette classe prédite, d'accord? Et je pense qu'il y a un booléen, voilà. Donc, si jamais la classe prédite est bonne, voilà, alors je vais appliquer une nouvelle couleur. Et donc, finalement, à l'œil nu, je peux voir que seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. 12 sur 100, donc 88%, donc en moyenne, voilà, 89 sont justes, sont prédits justement grâce à ce nouveau modèle prédictif. Alors, en guise de conclusion, il s'agit de mieux prédire avec la Graph Data Science de Neo4j, cette bibliothèque très riche de 65 algorithmes et autres modèles de machine learning qui exploitent les caractéristiques qui proviennent du graphe. Donc, pourquoi il faut l'utiliser? Premièrement, c'est simple. Deuxièmement, c'est orienté data scientist.
Troisièmement, c'est industriel. Et quatrièmement, ça s'intègre très bien avec l'écosystème IT, et notamment Spark, les ingestions temps réel, Arrow, etc., etc. Et tout un tas de connecteurs. Donc tout ça pour donner de meilleures prédictions. Voilà, vous pouvez retrouver donc tout ce papier sur le blog de Neo4j. C'est un blog qui fait à peu près une quinzaine de minutes à lire et vous pouvez réexécuter bien sûr le notebook. Sur ce blog post, tout à la fin, vous retrouvez le GitHub où tout est partagé, donc vous pouvez le refaire intégralement. Voilà, merci beaucoup.